Hello hello, bienvenue sur Ma Passion Mon Job. Je suis Célia Leduc et je te partage sur ce podcast une semaine sur deux mes conversations avec des personnes très passionnées par leur job. Parcours, coulisses et conseils, je te donne ici toutes les clés pour te lancer toi aussi dans ta nouvelle aventure professionnelle passionnante. Avant de commencer cet épisode, si tu aimes le podcast et que tu as envie de m'aider à faire connaître Ma Passion Mon Job, tu peux lui laisser un commentaire et une note de 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify. Et maintenant, place à cet épisode. Avoir un projet qui nous passionne et s'y consacrer, c'est chouette. Mais comment parvenir à bien s'entourer pour en faire une véritable entreprise ? Comment choisir les bonnes personnes et ensuite les inciter à rester à nos côtés dans l'aventure ? Bien souvent, quand on crée quelque chose et qu'on est vraiment à fond dans ce qu'on fait, on sait ce qu'on veut. Et on a une vision, un projet qui est tellement personnel que c'est pas facile de laisser la main à d'autres. Vous savez, c'est un petit peu comme si c'était notre bébé. Sauf que parfois, il arrive un moment où c'est plus possible de faire tout seul. Et le risque, alors, c'est de frôler le burn-out. Cette semaine, je te propose de retrouver Élise, une entrepreneure passionnée par la création de bijoux. Ceux de sa marque Élise Tsikis, qu'elle a créé justement il y a plusieurs années. Parce que justement dans cet épisode, Élise m'a raconté les débuts de son entreprise, comment finalement elle s'est lancée solo pour avoir une vie alignée avec son rythme et sa créativité. Et puis comment, à un moment donné, elle s'est rendue compte que c'était plus possible. Donc elle m'a partagé dans cet épisode ses difficultés, les premières embauches et le management par la suite de ses équipes. Elle m'a donné tous ses conseils que donc je suis heureuse de vous partager aujourd'hui. Si vous avez un projet que vous voulez lancer ou que vous l'avez déjà lancé et que vous cherchez à vous entourer. Donc des conseils sur le recrutement, le management des équipes et comment faire finalement pour faire grandir son projet. Vous êtes prêts à plonger dans notre conversation pour découvrir les coulisses de la marque Élise Tsikis ? Eh bien, c'est parti, je vous souhaite une très belle écoute. Hello Élise. Salut. Bienvenue sur Ma Passion Mon Job, je suis ravie de t'accueillir. Je suis ravie d'être là avec toi. Aujourd'hui, donc, on se rencontre pour que tu nous parles de ta marque, Élise Tsikis. Mais juste avant, est-ce que tu pourrais te présenter, me dire un petit peu qui tu es sans forcément parler de ta vie pro. Alors, sans parler de ma vie pro, je m'appelle Élise, j'ai 34 ans. Je suis maman d'une petite fille de 7 ans qui s'appelle Lia. Et on vit à Paris, dans le 7e arrondissement, où on se sent super bien. On est hyper bien toutes les deux. Et quoi d'autre ? Je viens de Saumur. D'accord. Donc, voilà, de cette belle région qui est les Pays de Loire. Et puis, ce que j'aime par-dessus tout, c'est voyager. Mais vraiment, physiquement, j'en ai besoin. Avant, je ne pouvais pas me le permettre financièrement. C'est pas donné de voyager. Ouais. Donc, je le faisais dans les livres, dans les films, les revues que je lisais. Et aujourd'hui, je peux le faire physiquement. Et donc, je m'octroie du temps pour partir 2, 3, 4 jours, pas forcément très longtemps, mais changer d'air et rencontrer d'autres cultures, ouais. Apprendre des choses. Oui, même ne serait-ce que visiter des capitales, sur 3-4 jours, ça se fait très bien, sans forcément partir des semaines, des mois. Voilà. Et changer d'air. Et puis on va en parler juste après, tu pourrais pas non plus disparaître des mois durant, parce que donc, tu as aujourd'hui ta marque depuis quelques années. Et donc, c'est donc l'objet de cette conversation aujourd'hui. J'aimerais bien un petit peu que tu nous dises en 2 mots comment tu en es arrivée à créer la marque. Est-ce qu'il y a eu un déclic, quelque chose si tu peux nous dire 2 mots sur ton parcours et sur l'histoire de la marque. Alors, c'est vrai que j'ai toujours souhaité travailler dans la mode. C'est venu assez rapidement, même avant le bac. Je savais que ça allait être la mode. Au tout départ, c'était la créa. Je dessinais beaucoup. Et ça s'est vraiment précisé pendant mes études. Et une fois à Paris, une fois mon diplôme en main, j'ai commencé différentes expériences professionnelles dans des studios de création. Et finalement, ça a été plus un chemin qu'un déclic. Dès le départ, je savais, pas forcément, j'avais pas en tête d'entreprendre. Le terme n'était pas autant à la mode qu'aujourd'hui. Mais je savais que j'avais ce besoin vital d'être indépendante. Ouais. Et donc de suivre mon rythme.
mes fluctuations d'humeur, mes envies et surtout créer ce que j'avais profondément envie de communiquer et pas forcément ce qu'il fallait faire en fonction des clients, des best-sellers et des tendances. Oui, parce que parfois, quand on est en entreprise, notamment salarié, tu aurais pu travailler dans une maison de mode, etc. Mais tout est carré, quadrillé. Cadré, oui. Et effectivement, tu as tes besoins, tes envies, mais ça ne connecte pas forcément avec le rythme de l'entreprise. Exactement. Donc, c'était très intéressant de le vivre, de l'expérimenter et ça m'a permis au fur et à mesure J'ai travaillé pendant 4-5 ans en tant que styliste et ça m'a permis d'être convaincue de ce nouveau chemin à prendre. Et donc, c'est un cycle qui s'est fini et un nouveau cycle est arrivé et celui de créer la société et de commencer de zéro. Ok. En l'occurrence. Et du coup, donc il y avait ce fil rouge de création en tout cas, qui n'était pas forcément du bijou à la base, si j'ai bien compris, mais plutôt autour de la mode. Oui. Et quel a été le déclic pour le bijou, si on revient un petit peu à l'histoire de la marque? Le bijou est arrivé parce que la dernière année que j'ai faite, je l'ai faite à Barcelone dans le groupe Inditex chez Massimo Dutti. Et donc, pendant cette année, on a énormément dessiné. Et j'étais styliste parmi des dizaines de stylistes dans le studio et on passait nos journées à dessiner. Et j'ai eu ce besoin, à la fin de cette expérience, j'ai mis un stop à cette expérience, et j'ai eu ce besoin de retourner à l'artisanat, à du produit, à de la matière, à utiliser mes 10 doigts et construire quelque chose là sous mes yeux. Oui, de A à Z en fait. Oui. De ne pas être que dans le suivi. Mais le contrôle, c'est quelque chose qui revient beaucoup dans ma vie et dans tous les secteurs de ma vie. Mais aussi contrôler ce produit de A à Z, le maîtriser moi-même avant toute chose. Et donc, passer par le biais de fournisseurs, d'intermédiaires, j'en avais pas envie. Et le bijou m'apportait ça. Oui. En fait, tout ne permet pas dans la création de faire de cette façon. Exactement. Et donc, en effet, c'était un besoin, une chance aussi, parce que ça m'a permis de commencer doucement, avec un peu moins d'investissement que d'autres secteurs. Et puis créer mon univers au fur et à mesure, petit à petit, sans devoir être dépendant de fournisseurs qui m'imposaient des quantités. Je comprends. Du coup, le fait de créer une marque à ton nom, l'univers de la marque, on retrouve, alors il y a le côté voyage, je trouve, Manon qui est avec nous, chez Ma Passion Mon Job, pourra aussi dire pareil, mais on avait, quand on a visité donc, ton atelier, et puis même après qu'on est allé donc, à l'inauguration de la boutique, le petit événement que tu as organisé, on voit bien sur les créations ces inspirations très solaires, les voyages, un côté Marrakech, ça fait beaucoup penser au voyage. Oui. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement de la marque et de tes inspirations pour la marque en fait? Alors, en effet, le voyage, c'est vraiment un des thèmes premiers qui se retrouve systématiquement dans toutes nos collections. C'est sans quoi je ne pourrais pas créer. Il me faut une destination. Il me faut une culture, un pays, de nouveaux savoir-faire. Et de là, je pars également peut-être de temps à autre sur une inspiration de musique, d'ambiance, d'univers, ou alors d'un artiste. Et là, je papillonne ensuite. Une fois que j'ai trouvé la destination, je papillonne autour de cette destination et ce que je peux découvrir. Donc ça peut être également un monument, de l'architecture, un artisanat particulier aussi. Et voilà. Mais le point de départ, c'est une destination. Et après, donc, tu vas imaginer une collection autour de cette destination, par exemple, je sais pas, la dernière collection que tu nous avais montrée, qu'on a vue dans la boutique. Marrakech. C'est vrai que ça me fait penser... En fait, du coup, la marque me fait penser à Marrakech parce que je pense que c'est... nous, on est d'accord. Hein. Là, on était dans l'univers complet de Marrakech, parce que vous êtes venus lors d'un événement où ça sentait Marrakech, on mangeait Marrakech, on écoutait Marrakech. C'est ça. Et puis, il y avait un gros travail aussi de décoration
Oui. J'ai l'impression, dans ta boutique, ce qu'on a vu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement le bijou, mais voilà, il est placé dans une atmosphère et une ambiance. Et ça, c'est vraiment propre à nous et c'est vraiment ce que j'ai souhaité dès le départ, c'est surtout pas ne proposer qu'un seul produit et vendre un produit, mais c'est proposer un univers et emmener la cliente dans un univers, un savoir-faire, des envies, des valeurs. Et ça, on le souhaite quand elle clique sur notre site internet. On veut l'emmener avec nous. La moindre typographie, la moindre couleur a sa place, à son intérêt pour l'emmener avec nous dans l'univers. Et la boutique, on a été encore plus loin et c'est ça c'est une des choses aussi pourquoi je voulais cette boutique, c'est vraiment créer le cocon. Et quand on entre dans la boutique, on a notre odeur, on a nos couleurs, notre décoration et tout est propre à nous. Et c'était très important pour nous, plus qu'un produit, de proposer l'univers entier. Et j'allais te demander, parce que c'est vrai que quand on décide de créer sa marque au début, j'imagine qu'il y a déjà tellement de marques, il faut se positionner. Bien sûr. Donc du coup, c'est au-delà de ce que tu vas pouvoir proposer en termes de bijoux. C'est important d'avoir, je pense que c'est le conseil qu'on peut donner aux personnes, alors mais ça, c'est un univers. Le premier des conseils, c'est de connaître sa place, de se connaître soi et de travailler sans trop regarder aux alentours sur son projet, son envie et ce qu'on peut véhiculer, ce qu'on peut proposer. Et donc, c'est pas une question que je me suis posée. Le souci de la concurrence m'importait peu. Parce que tu avais déjà ton univers. Ouais. J'avais besoin de créer. Et je vendais très peu. J'ai très très peu vendu pendant les 3 premières années. J'étais à perte la première et la deuxième année. J'ai commencé à être stable la troisième année. Mais alors j'ai eu la chance de pouvoir vivre de mon chômage pendant ces 2 premières années et d'avoir un compagnon aussi pendant ces 2 premières années. Oui, on peut en parler, mais c'est vrai que quand on se lance dans une aventure comme une marque, il ne faut pas croire que dès le premier mois, on va en vivre et que parfois il y a des mois, des années pour arriver à... On investit d'abord du temps, de l'argent et du coup, effectivement, quelqu'un qui n'aurait pas du tout de ressources autres, ça pourrait être compliqué parce que ça aurait pu prendre beaucoup plus de temps s'il avait fallu que je prenne un travail en parallèle de monter la société. J'ai eu la chance d'être accompagnée et il m'a soutenue et j'ai pu investir la totalité de mon chômage dans la société. Bon, allez, c'était pas fou, mais ça m'a permis d'avancer petit à petit. Après, c'est vrai que il y a autant d'histoires que d'entrepreneurs. Oui, tout à fait. C'est la mienne. Mais en tout cas, voilà, ça a pu te permettre de te concentrer sur la création, créativité, alors que peut-être si tu avais dû être rentable plus tôt, tu aurais été peut-être plus droit au but, mais avec peut-être des compromis entre guillemets sur ce que tu voulais faire. Donc après, tout est possible, mais effectivement, redisons-le que quand même, l'argent a aussi son importance et la contrainte financière, c'est aussi un moyen de pouvoir se lancer, quoi. Non, mais je trouve que c'est important d'en parler parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de gens qui disent je vais tout plaquer. On a l'impression que tout est facile dans le sens où on peut tout avec le développement personnel, mais il faut aussi se préparer au fait que les choses prennent du temps. Ça prend du temps, ça peut potentiellement ne pas marcher. On peut se rendre compte qu'il nous manque des cartes dans notre jeu. Il nous manque la casquette entrepreneur, il nous manque la casquette gestion, il nous manque la casquette management et ça peut ne pas le faire. Ou alors, c'était pas le bon moment, c'était pas la bonne idée, c'est pas la bonne boîte. Donc, ça, c'est un risque aussi. C'est clair. Et de toute façon, après, ça fait toujours avancer parce que voilà, une expérience qui marche pas, c'est aussi peut-être l'occasion que... Qu'est-ce qu'on apprend? Voilà, on apprend et chaque jour. C'est marrant, j'ai reçu sur ce podcast Mélodie et Chloé qui ont créé, je sais pas si tu connais, les éclaireuses, le média Les Éclaireuses, etc. Et donc, Chloé disait, la citation de Nelson Mandela, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Bien sûr. C'est ça, c'est que souvent, on ne va pas dire toutes les choses qui n'ont pas marché parce que les personnes, on les voit pour une réussite, mais en vrai, elles ont appris le plus
dans l'adversité, dans Totalement. l'épreuve. Et c'est ce qui les aide aussi pour réussir, quoi, parce que une vie d'entrepreneur, c'est aussi fait de montagnes russes. Chaque jour et encore ce matin. Encore ce matin, Suite à un rendez-vous. Tu parlais juste avant de management, donc c'est le thème de cet épisode, donc ça tombe très bien. Est-ce que tu peux justement me dire au bout de combien de temps tu as pu recruter des personnes ? Enfin, une personne peut-être pour commencer, comment ça s'est passé ? Alors, j'ai passé 3 années entières seule à créer la boîte, à créer l'univers, le produit, à stabiliser les prix aussi du produit, à trouver un peu la gamme, l'envie, le récit autour de la société. Et puis, les commandes ont commencé à grandir, à venir à moi. Et là, il a fallu, j'ai commencé à tout encaisser toute seule, à tout fabriquer, envoyer, expédier, tout gérer seule. Et à un moment, la commande possible, de trop. Donc moi, j'attends souvent le dernier moment, voire le trop tard. La commande de trop, où j'ai fini après plusieurs nuits blanches en pleurs, à fermer mes cartons, à penser à chaque minute que j'allais pas y arriver, que ça allait pas partir à temps, qu'on allait refuser la livraison. C'était une énorme commande, plusieurs centaines de pièces, et je me suis mise à une pression de malade. C'était un contrat de dizaines de pages avec un gros partenaire, et là ça a été la commande de trop, mais qui m'a permis ensuite de me dire il faut que je commence à recruter. Ouais. Et puis là, tu te dis, c'est plus possible. Enfin, tu pouvais pas continuer parce qu'on peut aller jusqu'au burn-out comme ça. Hein. Ah bah oui, je confirme. Alors, il y avait une autre problématique, c'est que j'étais chez moi, donc et recruter quand on est chez soi, sans bureau, c'est compliqué. Donc ça aussi, ça ne m'a pas aidée. Et donc, c'est arrivé à une période de séparation dans ma vie. J'ai pris un appartement dans Paris avec où je vivais. Et pour être tout à fait transparente, je dormais sur le canapé et j'ai laissé la chambre pour aménager un studio de fabrication. Et j'allais te demander comment tu faisais pour ton atelier, du coup. Ouais. C'était dans la chambre de l'appartement où j'accueillais, donc je rangeais de fond en comble tous les matins et j'accueillais ma première stagiaire dans la chambre de mon appartement pour travailler toute la journée, toutes les deux. D'accord, ok. Donc c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai tenu 1 an comme ça. Ouais. Et sans avoir le budget, un peu... alors moi, c'est ma technique, mais c'est beaucoup de feeling, de sentiments. Et j'avance en fermant les yeux. Et là, je me suis dit, bon, ça peut plus durer. Le pro, le perso, c'est trop mélangé. J'avais besoin de retrouver un petit cocon, mon petit chez moi. En plus de ça, j'ai une petite fille. Oui, j'imagine. Donc, il y avait aussi... gérer l'après-école avec ma petite fille, tout ça. Donc, tout se mélangeait et j'ai loué une boutique dans Paris, rue du Bac, à Saint-Germain. Et là, j'ai pu déjà délimiter mes 2 espaces un peu mieux, bien qu'ils soient toujours liés, quoi qu'il arrive. Mais il y avait quand même une séparation plus nette, vie pro, vie perso. Et un total bien-être dans la vie pro, et de pouvoir vraiment ouvrir la porte de la vie pro et commencer cette journée avec cette personne, puis d'autres, parce qu'il y avait un réel espace pour les accueillir. Oui, je comprends. On parle souvent de séparation vie pro, vie perso, alors même si, comme tu dis, il y a des choses qui se mêlent, et je trouve aussi que d'avoir des espaces, ça peut être un conseil qu'on donne, mais un peu délimités, en se disant je vais travailler dans un lieu, ça aide aussi à se retrouver chez soi quand on a fini le travail, quoi. Et à mettre quand même certaines limites. On peut parler de limites, je pense. Bien sûr, et puis une fois qu'on rentre chez soi, se remettre dans une bulle, et notamment pour les profils comme le mien, où je suis créatrice avant d'être entrepreneuse, j'ai besoin de me mettre dans ma bulle. Et il y a des profils très entrepreneurs qui ont besoin d'être dans le mouvement tout le temps, dans le contact avec les gens. Ça émulsionne, ça leur donne des idées et ça les fait avancer. Moi, pour créer, j'ai besoin de ce contact et de cette émulsion pour faire avancer la boîte, mais en parallèle de ça, j'ai besoin d'un stop, d'une bulle, pour
recentrer mes idées et pouvoir sortir des collections. Oui, puis ça c'est intéressant, c'est qu'effectivement à la base tu es créatrice, donc plutôt artiste on peut Oui. dire. Enfin, et du coup, comment on fait quand on est, en plus tu as une formation plutôt de mode si j'ai bien compris, pour être dans la gestion, puisqu'une entreprise c'est gérer, c'est gérer la partie financière, comme tu dis, l'entrepreneuriat, tout ça. Comment tu as fait? Est-ce que tu avais quand même déjà des compétences là-dedans? Est-ce que tu as eu des aides, des choses comme ça, des supports, des personnes dont tu as pu t'entourer? Je pense que naturellement, j'ai un très bon feeling avec les chiffres, les maths. Déjà, lors de mes études, j'ai fait un bac génie mécanique et ça m'avait plu. En parallèle, c'était une option matériaux souples, donc je faisais de la couture, mais en même temps, il fallait intégrer une formation classique de bac. Et donc, c'était rapproché au génie mécanique. Et j'étais à l'aise. Donc, moi, les chiffres, ça ne me fait pas peur. Les sites internet, le web, réaliser des tableaux pour m'accompagner et m'aider, ça Ok. ne me fait pas peur. Je peux y passer des heures quand je sais que ça va m'en libérer. Mmh. Ensuite, Ouais. des heures. C'est vrai qu'en fait, si on est dans la gestion, on gère bien avec des outils, etc. Derrière, on perd du temps, entre guillemets, pour en gagner derrière. Voilà. Et alors que si rien n'est piloté et on pourrait pas être... Enfin, je pense que dans la partie artistique, quand on crée sa marque, ou alors il faut avoir des personnes qui gèrent Voilà. cette partie-là. Exactement. Alors moi, j'ai pu être seule et je le suis encore grâce à cette double casquette que j'ai. C'est le côté gestion logistique me plaît autant que créa. D'accord. Ça, c'est quelque chose qui m'enrichit et qui m'épanouit tout autant. Ok, donc ça, c'est aussi pour ça que ton profil pouvait être adapté à la création d'une marque, puisque le côté Oui. est vente, business, et en même temps, le vrai côté artistique, quoi, avec la création. Et si ça n'avait été pas le cas, il aurait vite fallu que je me fasse accompagner d'un partenaire, d'un binôme qui ait cette casquette-là. Oui. Donc, tu as fait le choix plutôt de rester, on va dire, seule, c'est-à-dire que tu t'es pas associée. Non. Mais pour autant, tu as recruté donc, plusieurs personnes qu'on avait d'ailleurs vues avec Manon quand on est venu à l'atelier te voir. Oui. Est-ce que justement, sur cette partie management, tu as rencontré des difficultés au début? Comment tu t'y es prise? Parce que c'est loin d'être la partie la plus simple en général. Alors, ça a été la partie la plus difficile du parcours. Parce que donc, j'ai tardé, donc j'étais très fatiguée le moment venu. Donc, un peu les idées floues, ne pas savoir qui recruter, à combien, qui aller chercher, quel niveau, quelle formation. Ça a été compliqué. J'ai trouvé, donc j'ai commencé simplement, doucement, avec des jeunes filles stagiaires. Où là, j'ai commencé à affiner mon discours parce que j'étais seule, donc tout était dans ma tête. Je parlais à personne pendant ces journées et je ne savais pas comment finalement former, expliquer, enseigner mon savoir-faire qui était très instinctif en plus de ça parce que je suis autodidacte dans le bijou, donc j'ai pas fait de formation de joaillerie. Et je recrutais des jeunes filles qui venaient de formation bijoux. Ah oui. Donc, finalement, je leur apprenais à défaire tout ce qu'elles ont appris. Et puis à coller à ta vision, à toi, artistique. Et voilà. Et à suivre mon chemin qui est beaucoup plus artisanal, expérimental et instinctif. Donc, et par contre, moi, j'apprends beaucoup de ces filles-là. Systématiquement, à chaque fois qu'on recrute une nouvelle jeune fille qui arrive de formation professionnelle de bijouterie, là, elle nous apprend énormément de choses. C'est très enrichissant. Oui, et puis comme elles sont dans un sens expertes dans ce domaine-là, ce qui est intéressant, c'est que toi, beaucoup de choses à m'apprendre. Ouais, mais c'est vrai, comme tu dis, il faut arriver à, au début, faire matcher les deux. Et voilà. Après, je trouve que ce qui est intéressant, ce qui doit faire bizarre aussi, moi, j'en suis au début de l'aventure entrepreneuriale, mais je l'ai vu entre le début où j'étais toute seule et le fait maintenant de travailler avec plusieurs personnes. Ce qui est intéressant, alors au début, effectivement, ça demande d'expliquer et on a l'impression qu'on a tout dans sa tête et les autres personnes ne l'ont pas. Donc, de parler et de voilà. Et puis les personnes n'ont pas forcément la même, compréhension que toi, etc. Et en même temps, je trouve que le fait après de parler, d'échanger quand on a des problèmes, des visions, justement d'avoir des gens qui vont t'apporter et parfois tu réfléchis beaucoup mieux à plusieurs. Mais c'est ce qu'on se dit toutes les semaines au studio, c'est qu'on a minimum besoin de 3 cerveaux pour répondre à une problématique. C'est hallucinant
Et aujourd'hui, c'est devenu un réflexe. C'est que dès que je suis face à une problématique, j'en parle. Mhm. J'en parle, quelle que soit la personne en face de moi. Elles sont toutes susceptibles de m'apporter une réponse ou une partie de solution Mhm. qui va déboucher sur une nouvelle discussion et trouver la bonne ensuite. Enfin, Ouais. c'est passionnant. Une fois qu'on y a goûté, Ouais. on ne revient plus jamais en arrière. On C'est se rend clair. compte que l'échange humain, c'est le plus difficile, mais le plus Et enrichissant. ça vaut la peine. Et on s'envole. Ensuite, on Ça vaut s'envole. la peine. Mais je trouve que c'est intéressant aussi d'attendre d'avoir en tout cas une certaine maturité dans son projet. Bon, toi, tu as attendu 3 ans parce qu'aussi il y avait la création artistique et ça demandait du temps. Mais je trouve aussi que c'est ça, c'est qu'au début, comme on ne sait pas exactement, enfin, faut déjà se mettre au point avant Bien de sûr. pouvoir expliquer à quelqu'un. Et voilà. Et je trouve que du coup, c'est un conseil qu'on peut donner, c'est d'attendre d'être prêt pour recruter la Oui. première personne. Et sur cette partie recrutement, comment tu as fait pour recruter? Enfin, le recrutement, c'est jamais simple. Enfin, moi, Non. j'en ai fait pendant plusieurs années et je sais ce que c'est. Pour toi, qu'est-ce qui est important quand tu recrutes quelqu'un? Enfin, c'est quoi un petit peu pas les critères, mais en tout cas les choses dont tu t'es rendu compte qu'elles étaient importantes pour venir travailler chez toi? Alors, moi, je me fonctionne énormément au feeling. Et donc, bon, les premières choses, c'était de créer des fiches de poste. Mhm. Des trucs tout bêtes, mais j'ai mis des heures à pouvoir en sortir une convenable. Et ensuite, une fois que la fiche de poste est bien expliquée, que la personne qui la découvre connaît un peu tout le prisme du métier qu'elle va faire à nos côtés, ça va être du feeling. Donc, ça va être de l'échange. Et à partir du moment où la personne sait à quoi s'attendre, le métier qu'elle va réaliser dans notre équipe, ça va être beaucoup d'échanges et de feeling. Mhm. Je vais essayer de sentir la motivation de la personne qui est en face de moi, Ouais. pourquoi elle est là. Et ce qu'elle va pouvoir aussi nous apporter. Donc j'essaye de creuser et de voir quelle nouvelle casquette elle va apporter à Ouais. l'équipe. Puis comme tu dis, bien connaître la personne. En fait, quand tu sais que tu as recruté quelqu'un, bah, tu sais pourquoi tu l'as recruté, mais après, derrière, bien la connaître pour voir comment fonctionner. Il faut que ça matche. Voilà, et comment la personne peut être aussi épanouie et donc ait envie de s'investir et que ça marche. Enfin, c'est un peu dans les deux sens. Alors moi, j'ai une façon de manager très familiale. Il y a vraiment cette ambiance communauté au sein de l'atelier. Et donc, pour être tout à fait honnête, je recrute des profils que je sais manager. Donc, dès qu'il y a un profil peut-être un peu plus fou, un peu plus... qui est différent du moins, qui est moins dans la sensibilité, qui est moins dans l'altruisme ou je ne saurais pas comment le définir parce qu'il n'y a pas de profil mieux qu'un autre, mais qui s'éloigne un peu du mien, je sais que je vais avoir du mal à gérer et je sais que déjà mon quotidien est très chargé et donc je recrute principalement, exclusivement pour être honnête, des profils qui ont cet altruisme, cette sensibilité, cette bienveillance. Et dès que je sens qu'il y a ça, je sais que ça va matcher avec les filles. Et puis la capacité comme tu dis, que la communauté, c'est la capacité à être sociable, s'intégrer dans l'équipe. Voilà. J'imagine qu'il y a aussi la partie personnalité. Positive. Esprit positif, Voilà. Dès que je sens, et en plus derrière... elle a envie. Après, nous, on a des métiers aussi où le recrutement est beaucoup plus simple, dans le sens où c'est des métiers passion. Donc, on est rarement devant quelqu'un de blasé. Ils arrivent devant nous, ils sont passionnés, ils sortent des études. Oui, c'est rare d'arriver sur quelqu'un ils ont la niaque, ils ont envie. Donc, s'il y a quelqu'un un peu mou, déjà, c'est bon. Là, c'est bon. Quel côté passionné, mais pour autant, tu peux être passionné et puis avoir une personnalité extrêmement... un peu électron libre, où tu sais quelqu'un qui voudrait pas forcément, qui voudrait travailler et après c'est ok, mais je veux dire entre guillemets dans son coin, sans forcément être dans l'échange avec les autres. Donc ça, j'imagine que c'est plus compliqué si tu veux donner. Alors c'est vrai qu'on a eu quelques profils très introvertis par une grande sensibilité, voire une extrême timidité. D'accord. Et on a réussi au fur et à mesure. Donc ça n'a pas empêché le recrutement. D'accord. Et on a réussi au fur et à mesure des mois à passer ensemble à l'éveiller un petit peu et à l'intégrer avec nous et avec cette
cette joie, ces rires au quotidien. Oui, après il y a l'équipe et le. Ah oui, voilà, effectivement. Moi, je suis le premier intermédiaire, mais les nouveaux profils qui arrivent, elles seront au quotidien avec l'équipe déjà en place. Mais moi, c'est vrai que un nouveau recrutement est un sujet très sensible et il faut vraiment faire attention. Ouais. Et puis s'octroyer aussi la possibilité de ne pas conclure ce recrutement si ça ne convient pas. Et c'est pas grave. Oui, c'est ça. C'est-à-dire droit à l'erreur et on teste et on voit comment ça se passe. Si ça ne fonctionne pas, c'est pas grave. C'est qu'on n'a pas le dynamisme pour la personne et on n'est pas la bonne entreprise au bon moment de sa vie. Oui, c'est ça. Et c'est pas grave. Mais ça, faut aussi on se revoit peut-être dans quelques années. Ça aussi, il faut le gérer. Et en termes de com, alors, il faut le gérer. Et puis, j'ai des amis entrepreneurs avec qui je parle et j'ai appris aussi à dire... ça va pas le faire. J'ai appris à le dire. S'affirmer et dire... on va s'arrêter là. Ouais. Oui, ça l'a fait, ça le fait plus. Ça aussi, ça arrive. C'est arrivé. Oui, parce que les gens évoluent. Oui. Il peut se passer plein de choses dans une vie. Bien sûr. Ça l'a fait, ça le fait plus. C'est plus dans les attentes de la marque ou c'est plus à la hauteur de la position de marque aujourd'hui. Donc, on va s'arrêter là. C'était cool, enrichissant. Mais sans dramatiser entre guillemets et voilà tout en restant comme tu dis en bon terme, je veux dire, si ça se passe bien sûr, mais ça peut comme tu dis être un passage de vie et une période. Exactement. Et quel conseil t'aurais aimé justement sur le management qu'on te donne à l'époque, peut-être une chose que t'aurais aimé savoir ou sur le management? En fait, c'est vrai que j'aurais aimé mais en même temps j'étais assez droite dans mes bottes et je voulais faire à ma façon, mais j'aurais aimé peut-être être convaincue plus tôt du fait de manager et de recruter. D'accord. Et donc, une fois les pieds dans le plat, on est obligé d'apprendre et d'avancer au quotidien. Là, c'est plus quelque chose que tu avais un peu reporté parce que voilà, tu avais ta réflexion, totalement. etc. Et en fait, comme on disait, on se rend compte une fois qu'on le fait que ça apporte beaucoup, quoi. Mais en soi, manager, ça dépend de tellement de choses. Mais ça dépend du profil qu'on a en face de soi, ça dépend du poste qu'il a, ça dépend parce qu'on manage pas de la même façon. Une étudiante qui est là pour apprendre, qui n'a pas encore toute sa maturité professionnelle, ou qui ne l'a pas du tout, en début d'études. Donc, je manage pas de la même façon une étudiante qu'un CDI avec 5 ou 10 ans d'expérience. Je n'ai pas la même intransigeance avec ces deux profils. Donc ce qu'on peut dire, c'est s'adapter finalement au profil aussi au type de contrat de la personne et à ton rôle, parce que quand tu es un stagiaire, tu as plus de rôle d'apprentissage auprès de la personne. Je peux pas lui demander d'accomplir les missions d'un salarié. En l'occurrence, on est entre filles à l'atelier, donc c'est pas sa mission première. Sa mission première, c'est d'apprendre à nos côtés, de nous accompagner et de finir ses études, de les réussir. Et ensuite, moi aussi, une de mes missions, c'est de la convaincre que l'entreprise est faite pour elle, si on aime ce profil, et c'est de le garder. Embarquer les personnes. Les personnes avec nous, parce que si ça match au niveau émotionnel, du dynamisme, il faut les garder, ces éléments-là. Et on les a formés pendant des années. Aujourd'hui, on sait très bien que il y a la marque employeur aussi, que les gens ont envie d'être épanouis et ils ne sont pas prêts à tout pour un job, de moins en moins. Oui. Et voilà, c'est d'être passionné par son job, c'est bien, mais les gens veulent aussi être dans un certain environnement. Et du coup, derrière, ça demande que tu travailles avec et que tu sois dans une dynamique de management. Est-ce que tu t'es fait accompagner sur cette partie-là, coacher ou pas trop, ou est-ce que tu as des ressources peut-être? Pendant cette transition, j'ai été accompagnée d'une personne qui avait une formation HEC entrepreneuriat et donc il m'a vraiment accompagnée
sur une multitude d'outils pour accueillir ces personnes dans un bon environnement. Et donc, ça a été des outils assez bêtes, mais que moi, je n'avais pas à l'époque. C'est comme le Drive, par exemple, où moi, toutes les infos étaient dans ma tête. Ben oui. Et finalement, les personnes que je recrutais étaient très dépendantes de moi. Et si je n'étais pas dans la pièce ou si je n'avais pas de réponse à leur donner au moment où elles avaient cette question, elles étaient un peu bloquées dans leur travail. Et donc cet outil qui est le Drive, ça a permis de mettre tous les process en ligne, les partager et de répondre à des questions, à une multitude de questions sans être physiquement là. Exactement. Et puis, c'est vrai, comme tu dis, quand on est seul, on se partage tout avec soi-même, donc on n'a pas ces thématiques-là, et voilà, ça nécessite de se doter de nouveaux outils. Aujourd'hui, il y a d'autres outils aussi. Bon, il y a Drive, il y a aussi Notion. Moi, j'aimerais bien aussi m'y mettre, qui est un outil un petit peu comme Trello de gestion de projet. Enfin, WhatsApp, où on peut effectivement échanger avec son équipe, faire un groupe. Tout à fait. Voilà, donc nous, on l'expérimente aussi chez Ma Passion Mon Job, mais voilà, c'est d'arriver à se dire, quand je vais travailler avec d'autres personnes, forcément, ça ne sera pas pareil. Et tout ce qui est intégration aussi, quand tu intègres une nouvelle personne, est-ce que tu as mis en place des choses? Alors oui, et ça, c'est en effet avec une autre personne, Clémence, qui nous a accompagnés une année durant. Et donc, sa mission première, jusqu'à maintenant, on s'occupait les unes... on était les trois jeunes filles de l'atelier s'occupaient également du service après-vente. Ok. Et donc, on a intégré Clémence à l'équipe pendant une année pour qu'elle nous crée des outils et finalement le poste de fidélisation client. Et on a été encore plus loin. Et là, j'en viens. On a créé un outil aussi d'accueil de toutes ces personnes qui intégraient la société. Et donc, c'est sous forme de gros carnets où il suffit de se plonger dedans, où on découvre un peu l'histoire de marque, nos valeurs par mots-clés, nos engagements, et également tous nos partenaires B2B, toutes nos collections, un petit peu les explications. Voilà, on a une petite Bible qu'on donne à toute personne qui entre dans la société, et ça lui permet de... Alors, bien sûr, on lui parle, on lui décrit tout ça. Oui, mais d'avoir quelque chose, je trouve que quand tu arrives... Ça fait beaucoup d'infos. Voilà, ça fait beaucoup d'infos. Et puis, je trouve que ça fait vraiment... Tu as l'impression que tu es attendu, que tu as Exactement. Un document qu'on te remet, et que ensuite, tu peux questionner les personnes. Mais voilà, c'est vrai que tout ce qui est onboarding, intégration en entreprise... Bon, moi, j'ai été RH pendant pas mal d'années, donc dans les grosses boîtes, c'est très processé. Mais même dans des plus petites entreprises... Quand on commence à avoir... Voilà. Et je trouve que c'est intéressant aussi. Mais seulement d'un point de vue support. Tout ce qui est dans ce petit livret, nous, on lui dit. On dit à chaque personne, on l'explique, mais ça lui permet aussi d'être moins sujette à l'anxiété de ces premiers jours d'entreprise où il y a une tonne d'informations, elles sont perdues. Et en plus, moi, je donne beaucoup de responsabilité, et très rapidement. D'accord. À qui que ce soit. Ok. Si on recrute, c'est qu'on a vraiment besoin. D'accord. Donc on est dans le vif du sujet. La responsabilité arrive très rapidement, et donc on est très challengeant aussi sur le poste, et ça dynamise tout le monde. Et puis chacun est à sa place, du coup, se sent utile. C'est important d'avoir du coup derrière le support, l'explication, puisqu'on donne la responsabilité. Il faut du coup avoir les infos. Donc très bien. Est-ce que tu fais aussi, ou peut-être que tu es amené peut-être à le faire, des team building, des petits événements en entreprise oui. Alors on se fait plusieurs fois par an des moments tout ensemble, des déjeuners, des après-midi, tout ensemble. Et depuis peu, on fait également des team building où on part. Et donc, on a été à Saint-Tropez tout ensemble. Et là, cet été, on va à Aix tout ensemble. Très sympa. Pendant quelques jours. Et puis, soit pour discuter, soit pour... on avait eu un événement à Saint-Tropez. On avait toutes travaillé ensemble. Et ensuite, on a flâné dans la ville. Ça permet de mieux se connaître et d'être un petit peu en dehors du cadre où tu es d'habitude dans la productivité, dans le...
dans le jus, quoi. Ouais. D'être un petit peu plus dans ce côté ludique. Et ok. Ça n'a pas été évident pour moi de mettre ça en place parce que je suis très... j'ai une certaine pudeur. Et donc, partir toutes ensemble et se lever le matin, se coucher le soir ensemble, il y a un côté qui moi, mais pas évident. Qui déborde un peu sur le côté perso. Oui, mais à force de le faire et de le vivre, je me rends compte que déjà, il n'y a rien de... C'est pas méchant et que ça apporte beaucoup de positif, en fait. Et puis pour l'équipe, et ça crée des liens. Bien et sûr. Finalement, quand tu travailles, on en parle beaucoup sur ma version de job, mais on passe finalement 80% de notre temps au travail. C'est tellement important. Donc même si c'est le boulot, on passe plus de temps qu'avec ses proches, mais bien avec sûr. nos collègues. Donc c'est normal que ça devienne parfois un petit peu plus que des collègues, même si on reste pro dans le cadre du travail, mais que il y a toujours un côté quand même perso qui va rentrer. Et il faut le garder. Moi, j'ai vécu une période très difficile toute l'année dernière. J'ai perdu un proche et ça, je l'ai partagé avec l'équipe. En fait, j'ai été absente pour accompagner ce proche dans sa fin de vie et ça avait forcément un impact sur ton j'étais travail. Plus là pendant plusieurs mois. J'étais plus à l'atelier, donc je l'ai partagé. Elle savait ce que je vivais et ça ne m'empêchait pas de travailler quotidiennement, mais d'une façon différente. Merci le télétravail. Ouais, c'est clair. Finalement, c'est arrivé au bon moment. Toutes ces méthodes de télétravail pendant le Covid m'ont été utiles. Et je leur ai dit en retour, il y a d'autres périodes beaucoup plus heureuses, comme l'arrivée d'un bébé ou très malheureuse, comme le départ de quelqu'un. Il faut qu'on se le dit. On se le dit, et puis il y a toujours un impact du parce temps. qu'on parle beaucoup depuis quelques années de la partie séparation du pro-vie perso et on en parle pas mal sur ma passion, mon job, mais c'est vrai que même s'il faut qu'il y ait des limites, et c'est normal à des moments, on va dire... des cloisonnements des frontières, il y a quand même des impacts. Enfin, je veux dire, quand on est bien dans sa vie perso, parfois ça rejaillit, on est de très bonne humeur au travail, on a le sourire aux lèvres. À l'inverse, quand ça va pas, on est pro, mais je veux dire, on va peut-être pas être autant concentré que d'habitude. Et pareil, quand le travail aussi ne se passe pas bien et que ça arrive à de nombreuses personnes, du coup, ça a un impact sur leur couple, sur leur vie. Bien sûr. Et voilà. Et du coup, je trouve que c'est intéressant de ne pas être hypocrite là-dessus et de se dire, on est des humains. On n'est pas toujours à 100%. Voilà, on est des humains et en tout cas, c'est bien d'en parler et d'aménager. Après, comme tu dis, ça n'empêche pas de faire son travail, mais d'aménager les choses pour que ce soit OK, quoi. Restons humains, quoi. Enfin, il n'y a pas mort d'homme. Si on décélère... en plus là on peut de plus en plus le permettre parce qu'on est de plus en plus nombreuses, mais s'il y a une personne de l'équipe qui a un coup de moins bien, il va rien arriver. Oui, exactement. D'arriver à dédramatiser, comme on disait tout à l'heure, les choses, quoi. C'est pas grave, on trouve des solutions. Oui. Toujours ce côté orienté solution et s'adapter. Hyper intéressant pour ce témoignage. Je te propose de terminer la conversation par un petit passion quiz qui va nous permettre justement de mieux te connaître. Est-ce que tu es prête ? C'est le passion quiz. Alors, Élise, es-tu plutôt thé ou café ? Alors, moi, je suis plutôt café. Et une bonne dizaine par jour, d'ailleurs. Ah oui, t'es très très café. D'accord. J'en ai besoin. Couche tard ou lève tôt ? Alors, j'étais une couche tard pendant des années, voire une couche pas du tout. Je travaillais énormément la nuit. Et là, du fait de ma position de maman et de chef d'entreprise, je suis devenue une lève tôt. D'accord. Donc, tu te couches un peu plus tôt et tu te lèves tôt. Par conséquent, oui. Okay. Je me couche plus tôt. Qu'est-ce qui te motive à te lever le matin ? Qu'est-ce qui fait que tu te dis, allez, je me lève et je suis contente de me lever ? Alors ça, c'est quelque chose qui varie au fur et à mesure des années. Et aujourd'hui, ce qui prédomine le plus, c'est ce souhait d'indépendance et de garder cette indépendance. Donc, tout ce travail accompli me donne une liberté folle. Et la liberté de te dire finalement, aujourd'hui je vais gérer ma journée de manière libre. Ouais. Voilà, et donc c'est ça qui me... Garder ça, le faire pérenniser et surtout garder cette indépendance et cette liberté chaque matin.
Super. Un livre qui t'a marqué, que tu aimerais partager sur le podcast? Alors, un livre qui m'a aidée, c'est Rupture de Claire Marin. Ah, je l'ai lu également. Bah, c'est assez drôle. Une autre personne que j'ai interviewée il y a quelques semaines me l'a recommandé. Donc, je l'ai Ouais. acheté. Et ah oui, c'est un livre extrêmement intéressant. Ouais. Oui, parce qu'il retrace non pas seulement les ruptures sentimentales, mais toutes les ruptures d'une vie. Et ça permet déjà de comprendre ce qu'on a vécu, l'importance que ça a eu, parce qu'on dédramatise beaucoup de choses, mais finalement, déménager est une rupture, accoucher de son enfant est une rupture. Oui, les ruptures, on voit toujours la créer rupture amoureuse ou la Voilà, rupture. Mais en fait, il y a plein d'autres. il y a plein d'autres ruptures et ça permet de mettre des mots dessus et de se sentir finalement heureux et heureuse d'avoir passé ces caps et de continuer d'avancer. Voilà. Et puis, comme on disait, de toujours voir ce que ça apporte derrière. Enfin, que ce soit un échec, une rupture ou une fin de quelque chose. Mais comment derrière tu utilises ça pour Bien sûr, ta vie d'après, quoi. oui. Une personne qui t'inspire, que ce soit une personnalité connue ou quelqu'un de ton entourage? Bah, ça va être 2 personnes, ce sont mes parents. J'ai jamais eu trop de muses, de personnes à suivre. Et finalement, ces dernières années et ces derniers mois m'ont fait réellement comprendre que ce que je suis, c'est l'éducation D'accord. que m'ont apporté mes parents, leur ouverture d'esprit, leur force de travail. Et, Ils étaient entrepreneurs également? Enfin, pas ils sont du tout. entrepreneurs, non? Pas du D'accord. tout. Mais ils nous ont toujours inculqué à ma sœur, mon frère et moi, ce, ce pouvoir du travail. Et pour chaque victoire, il y a du travail. Enfin, ça n'arrive pas tout seul, c'est pas gratuit, ça ne tombe pas du ciel. Il faut se donner les moyens. Donc Et c'est ça, un ils super nous l'ont modèle, inculqué, super modèle pour toi. Ok. ouais. Et pour terminer, est-ce que tu aurais une citation qui te tient à cœur, que tu aimerais partager ici? Alors oui. Oui. C'était suite à une des nombreuses lectures. Donc j'en ai plusieurs dizaines rassemblées dans des carnets un peu partout chez moi. Mais c'en est une de Francis Bacon qui dit « J'aime l'accident, j'ai appris à organiser le hasard ». Ah oui. J'aime ce côté également dans toute cette organisation entrepreneuriale, de ma vie perso aussi, parce qu'avoir un enfant, c'est d'être cadré, organisé. J'aime ce côté où le hasard peut aussi nous apporter des choses, l'imprévu, et laisser place à cet imprévu. Et on loupe un taxi, on loupe un rendez-vous, c'est peut-être pour autre chose. Et c'est pas grave, on laisse place à cet imprévu. Le lâcher prise, et ça va nous apporter autre chose. Ouais. Et donc ça permet d'être toujours dans le positif et de toujours dans le mieux. C'est intéressant, puis ça complète ce que tu disais en début de conversation sur le contrôle, le fait que tu aimes être quelqu'un qui t'organise, qui contrôle, mais en même temps d'arriver aussi à se dire je laisse un peu place à l'imprévu et au lâcher prise, quoi. Et l'idée de hasard aussi, je trouve ça très intéressant. Le mot aussi, enfin les accidents, c'est marrant, j'ai lu hier ou avant-hier un texte justement sur les accidents, enfin ils expliquaient, qui en fait ne sont pas vraiment des accidents. Non. Et il faut les accueillir. Il y a aussi le terme de synchronicité et effectivement de signes et de tout ça. Bon, on pourrait en parler des heures, mais je crois qu'on va s'arrêter du coup là. En tout cas, je te remercie beaucoup pour ton témoignage. Avec grand plaisir. De toute façon, toutes les personnes pourront retrouver la marque Elistikis qu'on mettra nous dans le podcast et puis s'inspirer de tout ce que tu fais, de tes collections. Merci beaucoup. À très bientôt. À bientôt. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que cette exploration vous a plu. Si vous avez écouté cette conversation jusqu'ici, eh bien je pense que oui. Alors le meilleur moyen de me le dire et de m'aider à faire connaître le podcast, eh bien c'est de me laisser un petit mot doux en commentaire avec une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur iTunes. Ça vous prend 1 minute et vraiment ça m'aide énormément. De mon côté, sachez que j'ai pris beaucoup de plaisir à vous faire découvrir cet univers et ce job passionnant. Si vous avez quelque chose à me suggérer, un commentaire ou quoi que ce soit d'autre, eh bien vous me contactez par mail à mapassionmonjob@gmail.com. Et pour ne rien louper de mes aventures d'exploratrice et retrouver toutes les coulisses du podcast, eh bien ça se passe sur le compte Instagram et Facebook de Ma Passion Mon Job. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle exploration.